souhaite la bienvenue au webinaire de ce matin. Nos intervenants experts de ce matin vont aborder la prévention du risque de cancer cutané professionnel et des UV solaires. Le sujet est on ne peut plus d'actualité à l'heure du réchauffement climatique et de la prise de conscience de la nécessité de se protéger du soleil. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2023 et aujourd'hui on annonce un UV3 à Quimper, un UV4 à Cherbourg, un UV5 à Caen, un UV7 à Strasbourg où on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et à Saint-Malo, un UV8 à Nantes, un UV10 à Lyon et à Biscarrosse, un UV11 à Toulouse, un UV12 dans les Deux-Alpes. On comprend donc bien que le sujet est d'importance. Alors nos experts vont se succéder ce matin pour aborder les effets du rayonnement solaire sur la santé cutanée, sur les secteurs professionnels les plus concernés par le sujet. Et puis on abordera des solutions spécifiques dans le BTP pour la prévention de ces risques, et puis les actions de prévention primaire contre les UV. Et puis on finira par vous présenter 2 projets en cours. Alors quelques informations pratiques avant de commencer. Ce webinaire va être enregistré, vous êtes maintenant bien habitués à l'exercice, et le replay et le support seront disponibles sur le site du PRST4, puisque c'est dans ce cadre-là que ce webinaire existe aujourd'hui, et sur le site de GEST, puisque GEST, en ma personne, propose son aide logistique pour l'animation de ce webinaire. Tout ça, ce sera disponible probablement d'ici la fin de la semaine sur les supports. À la fin du webinaire, on aura un petit temps d'échange avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la droite, comme vous l'êtes habitué aussi, soit on répondra en cours d'intervention, soit à la fin de ce webinaire. Eh bien écoutez, je donne la parole à Jean-Michel Van Ling, médecin inspecteur régional santé-travail à la DRITS Grand Est. Merci Gaëlle, merci à tous d'être là, merci aux intervenants. Donc on va démarrer avec ce risque d'UV solaire professionnel qui est un risque relativement invisible. Et pour information, donc pour mettre les choses en perspective, l'Allemagne qui a mis ce cancer cutané en maladie professionnelle déclare environ 4000 cas dans le BTP par an, contrairement à la France. Donc en France, on a principalement des maladies professionnelles dont la reconnaissance se limite aux produits chimiques et qui font l'objet de plusieurs tableaux. Alors en particulier tout ce qui est exposition au goudron de houille, mais également à tout ce qui est arsenic et enfin dérivé du pétrole. Vous voyez qu'en volumétrie, sur 10 ans, entre 2000 et 2009, c'est 239 cancers cutanés retenus sur le risque chimique et environ 80 par an sur la période 2010-2019. Donc malgré tout, par rapport aux 4000 cas liés aux UV solaires en Allemagne, on est vraiment sur une volumétrie extrêmement faible et les ultraviolets ne font absolument pas partie des tableaux, donc ce n'est pas une maladie professionnelle en France reconnue. Alors, quels sont les dispositifs qui permettent quand même de mettre en lumière? Vous voyez que là, on a l'assurance maladie avec le système de reconnaissance complémentaire qui est le C2RMP. Et quand on regarde la volumétrie sur une période 2014-2022 sur des lésions qui ont quand même des conséquences importantes, à savoir des taux d'IPP de plus de 25%, on est à peine sur 9 cas sur cette période. Deuxième source, le RNV3P. Là, pareil, quand on fait une extraction sur 16 ans, on voit une vingtaine de cas de cancer cutané retenus et vus dans les services de pathologie professionnelle. Et enfin, une étude de référence qui fait le lien entre finalement des risques professionnels et des conséquences santé, qui sont les 15 MCP, pilotées par Santé publique France. On a 2 cas qui sont rattachés aux UV solaires sur une période de 13 ans. Donc, vraiment pas grand-chose. Alors, une petite question qui est soumise à votre vote. Voilà, concernant les enquêtes de référence sur l'exposition, on a l'enquête sommaire. Alors, de manière surprenante, les UV solaires n'est pas un risque répertorié, c'est exclusivement les rayonnements optiques et les UV artificiels qui sont identifiés, notamment dans le cadre du soudage à l'arc et des lits de bronzage. Donc, on ne collecte absolument pas le risque UV solaire. Et puis, finalement, ces cancers sont essentiellement vus par les généralistes et des dermatologues, tout simplement parce que c'est un cancer qui apparaît très fréquemment, et notamment pour les cancers cutanés basocellulaires,
chez les sujets de plus de 60 ans, avec une médiane aux alentours de 64-66 ans, donc un cancer peu visible pour les médecins du travail. Enfin, quelles sont les perspectives? Eh ben, le groupe attend effectivement une évolution et notamment lors des enquêtes MCP de rechercher ces lésions cutanées. Vous savez que ces enquêtes MCP, elles sont la source principale de l'évolution des tableaux des maladies professionnelles. Et puis sur SEMER, on a sensibilisé les équipes des médecins inspecteurs dont je fais partie, mais également des équipes de la DARES pour que le risque solaire apparaisse. On voit également que dans son avis du 20 mai 2020, le HCSP recommande aux autorités compétentes de reconsidérer le fait que l'exposition professionnelle aux UV pourrait être indemnisée dans le cadre des maladies professionnelles. Et enfin, on attend des services de travail, dans le cadre des suivis post-professionnels, finalement de définir des protocoles en accord avec les dermatologues pour assurer un suivi post-exposition après 60 62, 64 ans. Voilà. Alors, on voit dans les premières études et dans les premières petites enquêtes que 93% d'entre eux, de ces services, n'ont pas encore intégré ce risque dans les recommandations. Donc, voilà les perspectives. Merci, Gaëlle. Merci, Jean-Michel. On va continuer notre intervention avec Pierre Césarini, qui est directeur délégué de l'association Sécurité Solaire. Oui, merci, Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement vous parler du rayonnement solaire, en particulier au travers de cette diapositive. C'est peut-être une des plus importantes de mon intervention, en tout cas. Elle décompose, vous le voyez, les différents rayons que nous envoie le soleil, qu'on reçoit du soleil. Vraiment, le plus important, c'est la question de l'ultraviolet, évidemment, en termes d'effet sur la santé. Et vous voyez que ce sont des rayons qu'on ne sent pas et que l'on ne voit pas. C'est vraiment la distinction qu'il faut faire par rapport aux rayonnements visibles ou par rapport à l'infrarouge. Nous avons tellement de témoignages de gens qui se sont laissés brûler sans rien avoir senti venir que c'est vraiment le point vraiment essentiel à retenir parmi les choses qu'on va vous dire aujourd'hui. Ce rayonnement UV varie fortement et comme on n'a pas moyen de le sentir, nous avons une échelle très précieuse qui est recommandée aujourd'hui par l'OMS, par l'OMM, aussi par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ainsi que par le Haut Conseil de santé publique. Cette échelle, vous la connaissez probablement pour l'avoir vue dans les programmes météo. Elle indique le niveau d'UV, l'intensité finalement de ce rayonnement et du risque qu'il représente pour la santé. Alors, ce rayonnement UV varie fortement. Il varie en fonction notamment de la position du soleil dans le ciel, car évidemment, c'est une échelle qui va permettre, si vous voulez dérouler la diapo suivante, d'exprimer ce risque pour la santé en fonction de la réponse de la peau face au risque notamment de coups de soleil, lequel est pas loin en termes de spectre que de celui du cancer cutané. Et nous avons donc la possibilité, en fonction du niveau d'UV, de dire aux personnes en combien de temps elles risquent de brûler si elles n'étaient pas protégées, puisque, donc, une nouvelle fois, le spectre retenu, et c'est le spectre érythémateux. Voilà, donc, typiquement, vous avez un phototype 1 dit sensible ou très sensible. Vous voyez qu'aujourd'hui, à Strasbourg, on avait annoncé, Gaël, un niveau d'UV de l'ordre de 7 ou 8. Ça veut dire que vous prenez un premier coup de soleil en 20 minutes, un coup de soleil léger, ce qu'on appelle une DEM, dose érythémateuse minimale. 3 fois cette dose, c'est un coup de soleil marqué. 5 fois la dose, c'est la brûlure grave avec LOC. Et donc, ce qui fait varier les UV, ce n'est pas grand-chose d'autre que la position du soleil dans le ciel qui va déterminer une chose absolument capitale, c'est le trajet des rayons dans l'atmosphère. L'atmosphère filtre, heureusement, c'est pour ça qu'il y a de la vie sur Terre. Et donc, en fonction de cette position du soleil dans le ciel, on a plus ou moins d'UV. Vous pouvez retenir une position, c'est la position à 45 degrés, celle où nos ombres commencent à devenir plus courtes que nous. Ça veut dire un soleil relativement vertical et là, un indice d'UV supérieur à 5. Le 5, c'est la lisière entre le modéré et le très fort. Et donc, vous avez ici 2 courbes qui vous montrent la variation des UV à gauche au cours d'une journée, avec un pic à midi, heure solaire, évidemment, et à droite au cours des saisons, avec un pic naturellement. En ce moment, on n'est pas loin du pic. Le pic, c'était véritablement le 21 juin. C'est le jour où le soleil est au plus haut dans l'hémisphère nord, en tout cas. Après, il y a évidemment des facteurs locaux qui vont jouer. Si vous avez un très gros nuage, très noir, très sombre, qui absorbe tous les UV, il n'y a plus de risque.
Retenez qu'il y a des conditions pièges par excellence, c'est notamment sur la gauche de l'image de gauche, le voile nuageux qui filtre plutôt pas mal l'infrarouge et qui laisse passer par contre beaucoup d'ultraviolet. Ça ou rien, c'est quasiment pareil. Et là encore, les pièges, les conditions qui sont rapportées par les personnes qui ont brûlé, ben souvent il y avait du vent, on était en altitude, on faisait du bateau, et il y avait ce fameux voile nuageux. Et sur l'image de droite, bien sûr, l'altitude, vous diminuez forcément en montant en altitude l'épaisseur d'atmosphère qui vous protège, et par conséquent, on a un niveau d'UV qui augmente, alors que la température baisse à peu près 8-10% d'UV en plus à chaque fois qu'on monte de 1000 mètres, donc l'élévation est très significative, avant même de rencontrer éventuellement de la neige ou des surfaces blanches et claires qui vont réfléchir beaucoup les ultraviolets. Quelques niveaux d'UV typiques. Vous voyez qu'en métropole, en tout cas, on a des niveaux d'UV qui sont très faibles, limite insignifiants au mois de décembre et au mois de janvier. Par contre, au mois de juin, on est sur les niveaux d'UV maximum. Vous remarquez sur la carte, entre le nord à Dunkerque, niveau d'UV 7, et le sud à Nice, niveau d'UV 8, on a des écarts qui sont plutôt faibles, alors qu'évidemment, en termes de température, les écarts sont beaucoup plus significatifs. À noter des niveaux d'UV non pas atypiques, mais plus élevés que les autres en altitude, du fait de l'altitude justement. Et vous remarquez aussi sur cette diapo des niveaux d'UV identiques entre le mois de mai et le mois d'août, puisque le mois de mai et le mois d'août, on a grosso modo un soleil dans la même position, donc on aura des niveaux d'UV identiques, alors que des températures généralement, en tout cas, plus élevées au mois d'août. Et pour celles et ceux qui voyagent ou qui ont des personnes à protéger sur les dom-toms, vous remarquez qu'en décembre, on a des niveaux d'UV particulièrement élevés dans l'hémisphère sud, notamment sur le tropique sud, à l'île de la Réunion. On a des niveaux d'UV de l'ordre de 14, 15 au niveau de la mer, jusqu'à 18 en altitude. Alors qu'évidemment, au mois de juin, c'est la carte s'inverse, c'est dans l'hémisphère nord que les niveaux d'UV sont les plus élevés. Un petit mot sur la façon dont tout ça évolue avec le temps. On a pris des mesures pour limiter la destruction de la couche d'ozone et ces mesures se sont avérées efficaces. Donc les experts du GIEC nous prédisent un retour à la normale en termes de couche d'ozone et donc d'intensité des UV, je dirais, avant d'arriver sur Terre véritablement d'ici une 10 à 15aine d'années. De plus, on est en région tempérée ou en région tropicale et on n'a pas de gros trous dans la couche d'ozone qui aujourd'hui impacterait l'indice d'UV. En revanche, avec le réchauffement, nous aurons une diminution de la couverture nuageuse, c'est ce qui est prédit aujourd'hui par les experts, et cette couverture nuageuse, elle est relativement efficace, en tout cas elle filtre les UV, donc moins de nuages signifiera plus d'UV et des températures plus élevées par ailleurs, des gens qui auront peut-être plus tendance aussi à se dévêtir. Il faudra être très vigilant et prendre des mesures d'anticipation par rapport à ça. En termes d'enjeux sanitaires, les deux grands sujets, c'est naturellement les cancers cutanés et les pathologies, mais il ne faut pas oublier les effets bénéfiques. Les UV ont des effets bénéfiques, notamment sur la vitamine D. On sait qu'elle est importante pour fixer le calcium sur les os. On sait qu'elle est importante sur le système immunitaire. Cela étant, pour des gens qui travaillent dehors, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'études solides sur le sujet, mais je doute qu'il y ait des graves déficiences de vitamine D pour des gens qui sont la journée dehors. De même, on aura peu de gens qui feront cette forme particulière de dépression. La dépression saisonnière hivernale, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt chez des gens qui travaillent dedans et puis des gens qui habitent plutôt en Finlande qu'en France. Pour ce qui concerne les effets vraiment délétères et qu'on va effectivement observer de façon accrue chez les gens qui travaillent dehors, évidemment les cancers cutanés. 3 formes de cancer cutané. Le premier, le mélanome, est lui plutôt lié à des expositions intermittentes et surtout pendant l'enfance. Donc les principales décès qu'occasionne ce mélanome, c'est quand même pour beaucoup des coups de soleil de l'enfance. Pour autant, certaines formes de mélanome sont liées à des expositions plus chroniques, apparaissent sur des zones de peau exposées de façon plus répétitive, et on a là des cas de cancer cutané tout à fait importants à prévenir. Le carcinome, lui, est une maladie professionnelle reconnue en Allemagne, reconnue en Suisse et reconnue en Australie, et notamment dans sa forme épidermoïde, on s'exe là-dessus beaucoup, donc ça sera vraiment un des enjeux majeurs dans les années qui viennent en France. Et puis évidemment, peuvent générer des problèmes de production, donc comme des coups de soleil graves, des problèmes d'allergie ou de photosensibilisation, comme vous voyez là. Naturellement également, le vieillissement.
Vous voyez deux sœurs jumelles qui n'ont visiblement pas eu la même vie, et à droite, un livreur de lait qui malheureusement n'avait pas la vitre teintée ou qui a descendu trop souvent sa vitre de gauche. Voilà. Et puis enfin, la cataracte, beaucoup d'études sont très solides pour montrer l'aggravation des risques et la précocité de cataracte chez les gens qui travaillent dehors. Et dernier point, la DMLA, là on est moins solide sur la responsabilité des UV, mais quand même de plus en plus d'études accusent les ultraviolets conjointement au tabagisme et au manque d'antioxydants dans l'alimentation pour favoriser la DMLA. Merci Pierre pour votre intervention. Merci beaucoup. Et puis on va continuer avec Maria Gonzalez sur les secteurs professionnels les plus concernés par les cancers cutanés. Merci Gaëlle. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc effectivement, avant d'évoquer les problèmes de santé et les conséquences, il faut d'abord avoir bien conscience du risque et considérer ce risque UV solaire comme un autre risque professionnel, ce qui malheureusement n'est pas encore suffisamment le cas en France, car on évoque davantage ces UV solaires dans le cadre des loisirs. Or, c'est un risque cancérogène et bien identifié sur le plan professionnel aussi, notamment les données statistiques qu'on a de la base CAREX sur les cancérogènes en Europe. L'exposition aux cancérogènes montre qu'il y a 1,5 million au moins de travailleurs français qui seraient exposés à ces UV. Alors, bien entendu, on va les retrouver beaucoup dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, mais on va voir que pas que. L'Agence européenne du Bilbao considère qu'il y a 15 millions de travailleurs qui sont exposés et le critère pour être considéré comme un travailleur en extérieur, c'est d'avoir au moins 75% du temps de travail en extérieur. Et cela concerne surtout une population masculine du fait des métiers qui sont concernés. Alors, très important, on va en parler dans les diapos qui suivent, de comment on mesure ce risque en milieu de travail. Et on va beaucoup tenir compte des expositions aiguës, mais aussi des expositions cumulées, parce que ce sont les expositions chroniques qui sont les plus à risque pour les conséquences éventuelles. Et pour cela, on dispose aujourd'hui de différents capteurs ou dosimètres qui peuvent être portés sur différentes parties du corps. Donc là, vous voyez sur la photo qui est là d'une étude Genesis UV dont je vais vous parler tout à l'heure, le capteur était porté sur le bras gauche et c'est très important de savoir à quel endroit du corps il est porté puisque les variations peuvent être importantes suivant la zone exposée. On peut passer. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, puisque Pierre en a très bien parlé tout à l'heure, mais évidemment, quand on va évaluer un risque professionnel, comme vous le savez, on va tenir compte de l'ensemble des critères du travail, on va y revenir, mais aussi de tout ce qui va, les facteurs de variation qui peuvent agir sur la dose qui va être reçue. Et donc, je ne reviens pas, ça a été évoqué tout à l'heure, j'insiste juste sur le pouvoir de réflexion, de réverbération qui peut être assez important, notamment pour les gens qui travaillent à côté en neige, à côté de la neige, du sable, où il peut y avoir des rayonnements diffusés qui peuvent être tout aussi, voire plus impactants que le rayonnement direct. Alors sur les secteurs, pour en revenir, bien entendu, tout le monde pense au métier du BTP, de la construction, de l'agriculture, des espaces verts, mais il ne faut pas oublier tout ce qui concerne les transports, les chauffeurs, les livreurs qui peuvent être également exposés s'ils sont à l'extérieur et pas protégés. Tous ceux qui peuvent travailler sur des zones de construction des routes, des voies ferrées, où les niveaux d'exposition peuvent être très importants. Et tous les autres métiers qui peuvent être concernés, comme tous ceux qui travaillent en contact, par exemple, dans des sports en extérieur, des activités de loisirs, voire de spectacles, tous les métiers de la montagne, voilà, des pêcheurs évidemment, des marins. Les éboueurs peuvent être concernés, mais eux, ils sont exposés très tôt dans la journée, donc c'est avec des doses beaucoup plus faibles. Et dans les métiers du BTP, on va retrouver beaucoup surtout chez les couvreurs par exemple, bien entendu les maçons, les jardiniers, on va y revenir, beaucoup les cueilleurs de fruits, les viticulteurs. Donc, on va tenir compte de tous les facteurs qui peuvent jouer au niveau du travail, comme pour un autre risque professionnel, bien entendu la durée d'exposition. On a vu à quel point, Pierre en a parlé, les horaires d'exposition, et quand on est exposé dans la partie la plus à risque, dans les zones de midi, quand on est au zénith, l'organisation de l'activité dans la journée, les saisons évidemment.
Et un point très important dont je vais commencer un petit peu à vous parler, c'est la posture du travail. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut bien connaître le travail, pas simplement l'intitulé du poste. On est beaucoup plus exposé si on est sur une position statique, on ne bouge pas, debout, ou éventuellement quand on est penché, comme on va le voir sur certains métiers, où là, d'où l'importance de savoir où mettre le capteur. Par exemple, un viticulteur qui fait de la taille de vigne, il va être très exposé. Les mesures qui ont été faites sur la nuque peuvent être très importantes. Et si on ne met pas le capteur au bon endroit, on peut sous-évaluer ce risque. On va évidemment tenir compte de tous les vêtements, équipements de protection, qu'ils soient collectifs ou individuels. Donc, comment est-ce qu'on mesure? On a une unité donc, qui est maintenant la plus utilisée, harmonisée, qu'on appelle la SED, qui est une sorte de dose standardisée érythémale, donc qu'on peut sur laquelle on peut faire des études comparatives. On n'a pas vraiment de consensus sur des valeurs limites sur le plan professionnel. Par contre, de manière plus globale, on a la Commission internationale des rayonnements ionisants qui préconise que pour une exposition sur 8 heures de travail, donc par jour, on ne dépasse pas une puissance radiante de 30 joules par mètre carré de surface. Alors, c'est une valeur limite qui est plutôt pour l'impact oculaire plutôt que cutané. Et sinon, on a d'autres recommandations qui disent de ne pas dépasser l'équivalent de 1 ou 1,3 SED, en sachant que 1 SED, ça correspond à environ une puissance de 100 joules par mètre carré. Et à titre donc de référence par rapport aux chiffres qu'on va retrouver dans différents métiers, on considère que quelqu'un qui a une peau claire, comme moi par exemple, si on est exposé à plus de 2 ou 3 SED, on peut déjà avoir un risque de coup de soleil. Or, quand on regarde un petit peu les études qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont sur des secteurs ou des métiers, là, je vous ai donné 2 exemples. Un agriculteur en Toscane, la dose moyenne quotidienne, qui peut être au niveau de la nuque, dépasse des 14 SED. Donc, on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus importants que les recommandations qui sont faites au niveau des limites pour la population générale. On a une autre étude qui a été menée en Suisse qui montrait des variations très importantes dans la construction selon l'altitude, entre 11,9 et plus de 28 SED sur une journée de travail. L'étude Genesis est vraiment une étude très intéressante qui vient d'être publiée, qui a été réalisée par les Allemands et qui porte sur plus d'1 millier de participants avec une métrologie qui a été faite par dosimétrie portée au niveau de l'épaule gauche et sur une période un risque, 250 métiers, 650 activités, donc vraiment très intéressante, avec également une description des tâches par métier, puisque là, il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'intitulé du métier, mais voir vraiment le travail réel, il peut y avoir de grosses variations. Donc là, l'étude montre qu'en fonction du métier, on peut aller sur des doses cumulées par an. Ils ont fait une estimation par an à partir des données sur 7 mois, qui va de 50 à 650 SED en cumul par an. On va voir le graphique qui montre un peu les variations suivant les métiers. Alors, vous voyez que tout en haut, sur les expositions les plus fortes en cumul annuel, on a les cueilleurs de fruits ou les maraîchers. Les couvreurs sont quand même parmi très exposés, les viticulteurs aussi, mais un peu moins. Et puis, tout en bas, vous voyez, on a par exemple des employés ou des professeurs qui s'occupent d'enfants en bas âge, en sachant que, par exemple, il peut y avoir une variation s'ils s'occupent de tout petits, de moins de 3 ans, ils sont moins exposés que ceux qui sont à plus de 3 ans où ils sortent davantage à l'extérieur. Et on a comme ça, dans l'étude, ceux qui s'intéressent peuvent aller voir, par exemple, sur un intitulé simple comme jardinier, on peut avoir des variations de 1 à 5 entre la dose cumulée suivant la tâche qui est réalisée. Donc là encore, ce sont des données qui sont très intéressantes, qui sont données à titre indicatif. Il faut toujours évaluer le risque aussi au niveau du travail réel. Ça dépend des objectifs qu'on se donne. Je crois qu'on arrive… ah oui, il y a cette diapo qui est la dernière, qui est important quand on essaie dans les études, de plus en plus maintenant, on essaie de faire le lien entre justement l'exposition professionnelle, la survenue de cancers cutanés, notamment les cancers de type carcinome, baso ou épidermoïde, spinocellulaire. Et bien là, vous voyez sur la dia, dans une étude, l'importance du risque relatif qui est très… lié à la dose d'exposition qui a été cumulée sur la vie entière professionnelle
Et vous voyez que le risque, donc c'est la courbe orange, de développer un spinocellulaire notamment. Et il y a une dose réponse qui est nette. Et surtout, au-delà de 6000 CED, on est sur un doublement du risque par rapport à des gens qui travaillent en intérieur. Pour le basocellulaire, qui est le cancer le plus fréquent dans les carcinomes, la relation est un peu plus complexe, mais on a quand même aussi une relation qui est en augmentation en fonction de la dose, et on franchit la barre de 2 fois plus de risques à partir de 8000 CED en cumul sur la vie professionnelle. Donc de plus en plus maintenant d'études qui sortent, de création maintenant de matrices emploi-exposition qui nous permettront de mieux apprécier le risque et de mieux évaluer le lien avec les maladies, et notamment les cancers cutanés. Et je vous ai donné quelques références biblio pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce domaine. Merci, professeur Gonzalez. Je m'adresse aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat. Et soit on répond en live, soit on répondra à la fin. On continue avec la prévention du risque de cancer dans les solutions qui sont proposées dans le BTP avec Stéphane Jorg. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter quelques solutions qui ont pu être observées dans le BTP. Alors, c'est pas la norme, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais voilà, ça peut être déployé. Alors, on a déjà des solutions de type organisationnel. Alors, des choses qui peuvent être assez, évidentes, mais si possible, de décaler les horaires de travail et de commencer un peu plus tôt. Il y a possibilité aussi d'appli smartphone, donc comme SunSmart ou Météo UV. Donc, ce sont des applications en fait qui vous donnent des prévisions météorologiques et d'UV sur 5 jours pour des lieux localisables dans le monde entier, et ainsi mettre en évidence des créneaux horaires où une protection solaire est nécessaire. Augmenter aussi la fréquence et la pause et la durée des pauses, et puis prioriser si possible des chantiers moins exposés à l'ensoleillement. Autre type de solution, mécaniser un maximum les tâches pour pouvoir travailler notamment à l'abri du soleil dans les engins. Mettre en place des zones de pause de repas qui soient à l'ombre avec des bancs et des tables. Et puis, si possible, mettre à disposition des modules, des bungalows climatisés pour manger à l'ombre et au frais. Alors, des solutions un peu plus techniques, notamment au poste de travail. Donc, c'est aménager son poste de travail pour prévoir un ombrage. Donc, on peut retrouver ces systèmes-là, notamment quand on a besoin de travailler sur des postes fixes avec des machines pour faire de la découpe, ou alors pour de l'assemblage ou du soudage, voire des travaux effectivement sur des blocs de clim ou pompes à chaleur, par exemple. Et on a d'autres types de solutions techniques, alors là, qui sont plus appliquées sur les engins de TP. Donc, une solution qui concerne la mise en place de filtres UV sur les vitres des engins et qui peut être couplée à de la climatisation dans les engins, puisque des filtres UV sans clim, le chauffeur va ouvrir les fenêtres et donc il n'y aura aucun effet bénéfique. Et puis, on a aussi ces systèmes de protection sur les engins qui permettent de protéger de la pluie, mais aussi des rayonnements UV. On a pu observer aussi sur certaines machines des systèmes de bâches de protection qui permettent de diminuer la chaleur de la cabine quand l'engin n'est pas utilisé. Autre solution qui allie à la fois le risque UV et des risques de projection, donc ce sont des bâches pour des chantiers de ravalement qui protègent donc des projections ou des éclats de pierres et autres, et qui permettent en même temps de protéger à 70% donc les UV. On a des exemples aussi de solutions individuelles. Alors, il y a bien évidemment les casques ou casquettes anti-heures avec visière pour protéger notamment le nez. Il existe aussi des systèmes de protection qui s'adaptent sur les casques qui permettent d'avoir une protection plus large. Il y a les exemples aussi de protège-nuque ou de saharienne qui sont très utiles, notamment dans les métiers du BTP, on est souvent penché en avant. Et puis, des vêtements couvrants, donc techniques anti-UV, donc à mailles serrées, pour pouvoir à la fois protéger des risques de coupure, par exemple, et notamment aussi des UV.
Autre système de solution individuelle, c'est donc le gilet rafraîchissant, voilà, qui va permettre de travailler dans de meilleures conditions et d'avoir une meilleure protection, donc une sensation plus agréable pour le salarié. Et enfin, en termes de solutions individuelles, 2 autres solutions qui sont proposées. Alors, on a un kit de protection solaire qui a déjà été mis en place dans certaines entreprises pour les travaux extérieurs, donc à la fois qui permet de protéger et la peau avec de la crème solaire, même si c'est pas la solution optimale, mais ça peut déjà bien aider. Des baumes pour les lèvres aussi qui permettent de protéger les lèvres et les mains. Et puis une dernière solution, c'est les lunettes donc de soleil qui peuvent être à la fois protectrices contre les UV et protéger aussi des risques de projection dans les yeux. Donc ça, c'est des solutions qui marchent plutôt bien parce que ça fait d'une pierre deux coups et puis c'est plutôt moderne. Et enfin, pour terminer, en termes de ressources, à l'OPP BTP, on a sorti donc le magazine Prévention BTP sur les coups de chaud au mois de juin. Et on a aussi un e-learning qui est disponible en fait sur notre site internet, qui dure 2-3 minutes, qui permet de faire une sensibilisation sur les UV. Et tout ça, vous pouvez les retrouver sur notre site en téléchargement gratuit sur préventionbtp.fr. Merci Stéphane pour la présentation de ces solutions de prévention dans le BTP. On va maintenant traverser la frontière et accueillir la Suisse, qui va donc nous présenter ces solutions de prévention primaire contre les rayonnements UV avec Florian Muller, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc pour information, la SUVA est un organe d'assurance en accident et maladies professionnelles en Suisse et a un mandat de prévention et également un mandat de contrôle dans les entreprises. Donc, à ce titre, donc dans le cadre de la prévention contre les UV, elle assure depuis un certain nombre d'années des campagnes de sensibilisation des entreprises et des collaborateurs contre le risque dû aux UV. Donc, on va avoir notamment un tour UV via un prestataire qui va se déplacer dans des entreprises de la construction et de l'horticulture pour sensibiliser au risque UV, distribuer des EPI et puis faire des animations. Et donc ces interventions sont en général soldées par des communications sur les réseaux sociaux. En termes d'ordre de grandeur, on est environ une centaine d'entreprises visitées par an, et ce depuis plusieurs années. On conçoit également des modules de prévention, donc des packages qui sont mis à disposition des entreprises gratuitement ou sous paiement pour sensibiliser sur différents risques. Et dans le cadre de la prévention contre les UV, on va avoir un package de prévention contre le risque UV dans une version gratuite qui est en do-it-yourself, donc sous la forme d'un carton qui contient des exemplaires de protège-nuque pour faire essayer aux collaborateurs, des ateliers qui sensibilisent au risque, également une infographie affichée. Et ce module de prévention vient également sous une forme payante, cette fois avec intervention d'un spécialiste qui vient avec un appareil photo muni d'un filtre UV qui permet de prendre des photos des participants, qui permettent de voir à la fois les lésions sous-cutanées dues aux UV invisibles à l'œil nu et de voir aussi l'effet de la crème solaire qui rend la peau complètement noire lorsqu'on applique un filtre UV sur la photo. Donc vous voyez là sur les deux images ce qu'on peut obtenir comme photo avec une participante avec une peau d'un phototype très clair ou une personne qui a travaillé dans le milieu de la construction sans se protéger pendant un certain nombre d'années. Les participants peuvent également acheter à la fin les clichés obtenus pour les exposer dans les entreprises. Donc on a également mis à disposition sur le site suva.ch/soleil tout un tas d'informations pour les entreprises et pour les personnes intéressées, donc concernant le couvre-chef avec protège-nuque, concernant les modules de prévention, ainsi qu'une vidéo explicative pour la direction d'entreprise, les chargés de sécurité sur les obligations en termes de protection UV. Donc la principale différence peut-être entre les approches côté français et côté suisse, c'est que côté suisse, la protection des collaborateurs contre les UV est effectivement maintenant une obligation pour les entreprises. Ça a été matérialisé récemment dans un article de loi concernant les travaux de construction. Et donc les entreprises doivent déployer des mesures de protection lorsqu'elles ont des collaborateurs qui travaillent au soleil. Donc, à partir du moment où on définit une obligation, il faut avoir en tête ce qui est attendu des entreprises. Donc évidemment, on va pousser les entreprises à mettre en œuvre des mesures techniques ou organisationnelles, comme l'a présenté Stéphane au préalable, mais au minimum,
Donc ce qui va être attendu pour les postes de travail ne pourront pas être ombragés ou décalés dans le temps. Ben, ce sera un référentiel très simple, basé sur des équipements de protection individuelle. Donc ce que vous voyez synthétisé sur le slide, là sur l'infographie à gauche. Donc, au minimum d'avril à septembre, les travailleurs exposés au soleil doivent porter un t-shirt et appliquer régulièrement de la crème solaire. Et en particulier, durant le pic UV de juin et juillet, ils doivent porter un couvre-chef adapté. Donc, on définit comme un couvre-chef qui va couvrir la nuque, les oreilles et le front. Donc, si on porte un casque, c'est le fameux protège-nuque avec visière frontale qui est de facto devenu obligatoire en juin-juillet en Suisse. Donc on n'a pas fait forcément une distinction au niveau horaire, donc dans la journée. Donc les mesures sont à appliquer de 9h à 17h et on n'a pas forcément pris en compte l'index UV pour ces mesures. Donc les mesures sont à prendre pour les entreprises par temps même légèrement couvert et c'est que par temps très couvert qu'elles peuvent être facultatives. Donc ce sont sciemment des principes très simplifiés qui ont été adoptés pour faciliter leur compréhension et leur adoption dans les entreprises, avec pour objectif que les collaborateurs et les entreprises fassent de ces mesures une réelle habitude. Donc on prend en compte également dans le message de prévention le lien qu'il y a entre les UV et la chaleur, donc en faisant bien attention à distinguer les deux. Donc ce n'est pas parce qu'il ne fait pas chaud qu'il n'y a pas d'UV. Donc les premiers coups de soleil peuvent être pris très facilement dès le mois de mai, un jour où il y a du vent, donc il n'y a pas forcément de chaleur, on ne se rend pas compte qu'on est exposé. Et la gestion des problématiques UV et chaleur peut être faite en parallèle en choisissant bien les mesures. Donc gérer les UV en se protégeant du soleil et en utilisant des textiles anti-UV rafraîchissants participe au fait de ne pas être exposé à la chaleur, et à l'inverse, une gestion de la chaleur via un décalage des horaires et un ombrage de la zone de pause va également protéger les collaborateurs du soleil. Donc on va vraiment insister au niveau des entreprises à ce que dans le choix des équipements de protection individuelle, elles fassent attention à bien prendre des protège-nuques, enfin des couvre-chefs adaptés avec protège-nuques et visière frontale, et à ce qu'elles fassent attention à choisir des textiles appropriés qui vont être rafraîchissants s'ils sont utilisés en été. Merci Florian, pardon, j'avais perdu ma souris. Merci Florian pour votre intervention. On va continuer en écoutant Romain Pierlot, chargé de prévention à la Ligue contre le cancer dans la Marne. Alors Romain n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui et on va donc entendre sa vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je vous prie de m'excuser de pouvoir être présent directement, notamment pour pouvoir répondre aux questions que vous auriez après cette intervention. Donc je suis Romain Pierlot, je suis le chargé de prévention de la Ligue contre le cancer de la Marne. Et puis donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une intervention que l'on a effectuée auprès d'une maison de champagne ici dans la Marne et auprès des ouvriers viticoles qui y travaillent. Donc simplement pour remettre en contexte, la Ligue contre le cancer, c'est un réseau de comités départementaux indépendants qui développent chacun les actions de la Ligue, les 4 missions de la Ligue, à leur niveau et selon leurs possibilités. Donc les 4 missions, c'est d'abord le financement de la recherche, ensuite c'est l'aide aux malades et à leurs proches, l'aide gratuite bien évidemment. C'est la 3e mission, la prévention et la promotion des dépistages organisés. Et enfin, c'est la représentation des usagers. Donc, dans le cadre de cette 3e mission, qui est la mission de prévention, eh bien, on développe des actions de prévention sur les facteurs de risque modifiables liés au cancer. Donc, on les connaît, le tabac, l'alcool, etc. Et on sait aujourd'hui, et puis depuis quelques années, que les risques solaires sont des risques particulièrement forts, et notamment ici dans nos régions, la région Grand Est. Vous en parlez depuis le début de cette réunion. Et vous allez continuer d'en parler après cette vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, nous avons ici, nous, dans la Marne, eh bien, un certain type de travailleurs qui sont les ouvriers viticoles, qui sont extrêmement en danger vis-à-vis de ce risque. Et donc, on a eu l'occasion d'être en contact avec une maison de champagne pour différents projets de prévention qui a démarré par Octobre Rose, etc. Et ensuite, on s'était dit, ça pourrait être intéressant de travailler sur les risques solaires pour les ouvriers viticoles. Donc,
pour monter cette intervention, j'ai néanmoins préalablement posé 2 conditions qui, pour moi, étaient indispensables. La première condition était d'être accompagné par un personnel de l'entreprise, alors soit un infirmier ou une infirmière du travail, donc un interlocuteur un petit peu habituel des ouvriers qui rencontrent régulièrement dans le cadre de leur activité, soit éventuellement, et pourquoi pas de temps en temps, avoir une personne un petit peu plus haute hiérarchiquement, donc un responsable santé-sécurité au travail, par exemple. Donc ça a été le cas sur l'une des interventions. On a eu des personnes un petit peu plus élevées hiérarchiquement qui sont venues voir pour, en quelque sorte, implanter l'action et montrer l'implication de l'entreprise. La deuxième condition que j'ai posée, c'était que l'entreprise puisse fournir les EPI, les équipements nécessaires que nous allons promouvoir dans l'intervention, et qu'elle puisse aussi faciliter l'acquisition de comportements que nous allons proposer vis-à-vis des risques solaires. Donc, nous les connaissons. Le fait de ne pas se mettre au soleil entre telle et telle heure, c'est compliqué. C'est des travailleurs qui vont travailler toute la journée. Mais comment faire pour que l'entreprise puisse promouvoir un environnement favorable, et notamment sur les risques solaires. Donc, ces 2 conditions mises à plat au départ et qui ont été remplies par l'entreprise. On a ensuite lancé l'action. Donc, l'entreprise a loué une camionnette et ça nous a permis d'aller faire des visites directement sur le lieu de travail des employés, c'est-à-dire directement sur les vignobles. Une intervention d'1 demi-heure sous forme d'échange de connaissances. Alors, d'abord pour rappeler que le soleil est donc quelque chose de bénéfique, mais quelque chose aussi qui peut présenter des risques. Et puis ensuite, un échange avec, vous voyez, des questions-réponses. De manière avec, c'est vraiment ces outils-là qu'on a utilisés. Donc, un échange d'1 demi-heure avec des vrais-faux, des réponses A, B, C pour avoir les connaissances. Mais en fait, c'est surtout pour provoquer l'échange avec les ouvriers viticoles et puis pour que ça puisse aussi lancer un petit peu des débats et des choses comme ça. Donc, avec évidemment les protections que nous promouvons ici à la Ligue. Donc, on a vu à peu près 500 personnes touchées. Les retours ont été très positifs. Et puis, en plus, une collation saine avait été proposée par l'entreprise pendant ces présentations. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Et en plus, l'entreprise a plutôt bien suivi. Donc, on va bien voir si... j'ai essayé de demander, j'ai pas eu de réponse, mais on va bien voir si on a un suivi par rapport à cette intervention. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je pourrais peut-être y répondre à un autre moment où on y répondra aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. N'hésitez pas à recontacter la Ligue contre le cancer. On va retourner en Suisse avec Sébastien Heich, et la SUVA toujours, sur la prévention des maladies pro en médecine du travail à propos des cancers cutanés. Très bien, merci. Florian Muller vous a proposé tout à l'heure les mesures techniques et organisationnelles. Moi, je vais parler plutôt de la prévention des maladies professionnelles sur le plan individuel, donc les aspects personnels par rapport à l'exposition UV. Alors oui, en Suisse, on accepte volontiers de prendre en charge les maladies professionnelles liées aux UV. Par contre, il n'y a pas ce que vous avez de votre côté, la présomption d'origine professionnelle, et on va agir un petit peu comme un C2RMP, donc étudier au cas par cas. Il y a un certain nombre qui peuvent être reconnus, mais comme toujours, on ne reconnaît que ce que l'on annonce, que ce que l'on déclare, et on s'est aperçu qu'en fait, on avait très peu de cas qui étaient reconnus par rapport aux données allemandes. On parle toujours de ces données allemandes, on a regardé un petit peu nos effectifs de population, et puis on a estimé qu'on avait une sous-déclaration, donc une sous-reconnaissance des maladies professionnelles. On a décidé qu'on allait faire un suivi des personnes à partir du moment où ils avaient une exposition supposée de 40% supérieure à celle de la population générale, à la recherche de l'ensemble des cancers cutanés ou des pathologies dégénératives hors mélanome. Je vous laisse passer à la suivante. Donc, pour ça, l'objectif, on a défini un objectif, c'est essayer d'introduire un programme pilote, dans le but de détecter ces cancers causés par l'exposition solaire. Objectif initial. Ah, par contre, là, on est repassé sur la vidéo. Voilà, faire un examen de dépistage unique et obligatoire, donc demandé par la loi de manière légale.
uniquement pour les personnes de 55 ans, donc ce n'est pas à partir de 55 ans, mais c'est pour les personnes ayant l'âge de 55 ans, ayant un risque plus élevé que les autres de développer un cancer cutané, sous-entendu ayant travaillé régulièrement ou pendant une longue période exposé au soleil. On a fait une estimation, puis on s'est dit qu'en Suisse, on serait à peu près à 7000 personnes par année à examiner sur le plan dermatologique qui ont l'âge de 55 ans et qui ont été exposées de manière importante au soleil. Donc l'objectif, c'était la détection précoce des cancers cutanés. Pourquoi? Parce que plus on les détecte précocement, plus on a la chance d'avoir un impact positif quant à l'évolution. Mais c'est aussi un objectif de sensibilisation. Avoir ces examens de prévention, c'est aussi contribuer à la sensibilisation des personnes exposées au soleil et aux moyens de protection. Et puis à terme, c'est réduire effectivement le nombre de cas de maladies professionnelles reconnus. Alors même si initialement on en a peu et puis qu'on s'attend très fortement maintenant à ce que ça augmente, mais en tout cas limiter le nombre de cancers cutanés en Suisse. Pour définir qui est-ce qu'on allait suivre et qui est-ce qu'on n'allait pas suivre, et ben on s'est appuyé sur les compétences en particulier de Florian Muller, qui a présenté tout à l'heure, pour calculer en fait les différentes expositions et puis regarder un petit peu à l'étranger quelles étaient les différentes expositions par poste de travail, par type de métier. Et on a sélectionné en fait un certain nombre de métiers qui avaient une exposition supérieure à celle attendue. Il y a deux éléments qui n'ont pas été pris en compte, c'est le phototype de la peau, parce que ça devenait trop compliqué pour nous de sélectionner des gens qui étaient susceptibles d'avoir un examen de prévention parce qu'ils avaient une peau mate ou une peau claire. Donc, on a décidé d'oublier ce paramètre, ainsi que l'altitude, également parce qu'il est difficile sur une vie entière de définir exactement où les gens ont travaillé, sur quel chantier. On a un pays qui a beaucoup de différences, en tout cas d'altitude, selon qu'on travaille en montagne, selon qu'on est dans les Alpes, selon qu'on est en plaine. Donc, c'était aussi un critère pour lequel on n'a pas voulu rentrer en matière, car trop compliqué à mettre en œuvre. Par contre, on a pris en compte le taux d'activité, la latitude et puis le port d'équipements de protection individuelle. Donc, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que les personnes qui peuvent rentrer dans le cadre de ce programme d'examens médicaux de prévention, c'est les personnes qui ont une dose de plus 40% par rapport à une personne normale ayant travaillé principalement à l'intérieur. Et toute personne qui dépasse ce seuil est invitée à un examen dermatologique. Alors, pour valider cette hypothèse, on a décidé de faire un premier pilote, en fait, pour essayer de vérifier que cette hypothèse était la bonne. Et puis, on a travaillé avec une de nos grandes entreprises de construction, un grand groupe de construction qui a accepté de jouer le jeu et puis de se prêter, en fait, à cet examen chez les personnes de 55 ans. Les résultats qu'on a trouvés, ils nous ont surpris et inquiétés. En tout cas, clairement, on a retrouvé beaucoup de personnes qui avaient des stigmates d'une exposition solaire importante, pas nécessairement cancer, mais en tout cas qui avaient une peau qui avait beaucoup eu d'UV durant leur vie, et on a accepté suite à ce test, donc on avait une centaine de personnes, on a reconnu 9 cas de maladies professionnelles pour une seule entreprise. Donc, hypothèse validée, a priori, ces examens de prévention, ils seraient utiles, ou en tout cas, ils seraient justifiés en soi de les déployer au sens large. Donc, la deuxième phase de pilote, c'est celle à laquelle on est actuellement, c'est se dire, OK, maintenant, on va déployer de manière plus large, on va tester au niveau d'une entreprise, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de 2 branches professionnelles, qui sont les branches, a priori, les plus exposées. C'est la branche de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les façadiers, les couvreurs, les échafaudeurs, tous ceux qui s'occupent de la partie externe du bâtiment, mais également les personnes qui travaillent en permanence à l'extérieur, c'est-à-dire les populations d'horticulteurs et de jardiniers paysagistes. Comment est-ce que ça se passe en pratique? Alors, on est passé d'une phase pilote qui était assez simple, avec du papier, avec une calculette. Aujourd'hui, tout s'est automatisé. On a des courriers types, on a un système SAP avec des calculs de doses automatisés qui se génèrent en fonction des professions, des temps de travail, des taux d'activité. On a ce système d'assujettissement, en fait, on communique aux entreprises directement, on leur demande de nous bien vouloir nous communiquer leurs collaborateurs de 55 ans, ils nous répondent par le biais d'un portail en ligne qui s'appelle mysuva.ch, et puis ensuite tout s'intègre automatiquement dans nos logiciels.
Je laisse passer à la dia suivante, s'il vous plaît. On envoie ensuite un formulaire aux collaborateurs par email, qui est en ligne, qui est sécurisé, qui peuvent remplir, qui peuvent faire, médecin. Ce médecin dermatologue, c'est dans des centres universitaires principalement, qui couvrent l'ensemble de la Suisse. Et puis, ils font un examen dermato complet de la personne. Et en fonction de ce qu'ils vont retrouver, ils vont nous renvoyer les examens, toujours de manière sécurisée sur notre portail, ce qui va nous permettre de prendre connaissance de la situation, éventuellement de reconnaître la maladie professionnelle. Si on a déjà une exposition compatible et qu'on a des lésions compatibles, ce sera beaucoup plus facile à reconnaître. Et puis, toujours d'agir en termes de prévention auprès des entreprises concernées. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de données. On suppose que ce sont effectivement les populations les plus concernées, mais derrière, il y aura des actions de prévention. Je vous laisse passer à la suivante. Voilà, je vous remercie. Merci Sébastien pour votre intervention. On va continuer en redonnant la parole à Jean-Michel Wendling qui va nous parler de ce projet d'observatoire. Merci. Vous pouvez constater effectivement que quand on cherche des lésions cancéreuses, finalement, dans une population exposée, eh bien, on en trouve, et on en trouve plus qu'on ne pense. L'idée est donc de finalement mettre en visibilité cette pathologie. Vous voyez qu'à partir du moment où il y a des maladies professionnelles, que ce soit en Suisse ou en Allemagne, on mobilise les acteurs, on mobilise les préventeurs. Et donc notre idée au sein du groupe de l'action 12 du PRST4, c'est de créer un observatoire, donc sur un petit peu la base de ce qui existe dans le cadre des maladies à caractère professionnel, avec la nécessité ou l'attente de déclarer des affections dont le lien est présumé. Et l'idée qu'on a, c'est de se rapprocher des oncodermatologues et des dermatologues du Grand Est, voire de France, pour finalement déclarer les lésions qu'ils voient chez les salariés et les métiers exposés qui sont bien identifiés, et de mettre en œuvre un dispositif d'applicatif en ligne qui nous permettra d'avoir des datas et donc éventuellement de pousser l'idée qu'un tableau des maladies professionnelles émerge. Donc voilà un petit peu vers quoi on s'oriente. Donc, si vous avez connaissance de dermatologues dans votre région, eh bien, on serait ravis de prendre des contacts et de les faire participer à cette expérimentation qui démarrera sans doute en 2024 avec un applicatif qu'on espère opérationnel sur sa phase 1 à la fin de l'année. Donc, voilà le projet. Merci Jean-Michel pour l'introduction de ce projet à venir. Et puis, pour rester dans la phase de projet, on va donner la parole à Pierre Césirani pour un mot sur le projet d'expérimentation dans le cadre du PRST4. Oui, merci. Pour dire qu'effectivement, dans le cadre de ce projet, une des clés, c'est vraiment comment faire de la prévention primaire, comment sensibiliser et comment faire évoluer les comportements. On a vu à la fois les initiatives super intéressantes qui sont menées en Suisse. Beaucoup d'autres le sont menés beaucoup en Australie. L'hypothèse qui a été mise, c'est que naturellement, en favorisant l'usage de protection, on va améliorer d'outils de protection, qu'il s'agisse d'outils organisationnels ou individuels, on va améliorer, ou en tout cas on peut espérer, d'améliorer la protection des travailleurs d'extérieur. Sans doute, cela passe-t-il aussi par une sensibilisation sur le risque en lui-même, sur la perception. On en a parlé à plusieurs reprises dans la matinée, Florian, moi-même, sur cet aspect piège que constituent les ultraviolets. Et donc, une des expériences qu'on veut mener consiste à informer sur place, sur le terrain, les travailleurs ou leurs encadrements des intensités de rayonnement auxquelles elles sont exposées. On a vu les très fortes variations qu'il pouvait y avoir d'une condition à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une saison à l'autre. Donc l'idée, c'est de développer une application qui va compléter celle qui existe aujourd'hui, Météo UV, où vous pouvez avoir les prévisions d'UV. Vous pouvez avoir ces prévisions d'UV sur le site internet de Météo France, sur le site internet de l'association Sécurité Solaire, soleil.info, vous voyez la carte en haut à droite, vous pouvez les recevoir par mail. On va même bientôt mettre à disposition des affiches pour permettre de donner cet indice d'UV, mais c'est une prévision d'un niveau maximum, évidemment, du maximum prévu dans la journée, entre midi et 16h en l'occurrence pour la France métropolitaine. Et donc l'idée de l'expérimentation sur laquelle on veut plancher, c'est de donner une information, là par contre, en temps réel.
pour véritablement pouvoir dire aux personnes, voilà, ça fait maintenant 2 heures que vous êtes exposés, là maintenant il y a telle intensité, c'est faible, c'est modéré, c'est fort, c'est très fort. Voire lui donner une idée de ce qu'évoquait Maria aussi dans la matinée, c'est-à-dire aussi des doses qui ont été reçues depuis un temps qui a pu être le démarrage de l'activité en extérieur, pour véritablement vraiment aider les personnes à quantifier les choses et à percevoir le risque, ce qui, une nouvelle fois, ne peut pas être fait par nos sens naturels. On ne voit pas, on ne sent pas les ultraviolets. Ouais, juste une précision encore, Gaël, une toute petite seconde. Vous avez en bas de l'image et en bas de la page d'accueil du site soleil.info un angle, un secteur d'activité qui peut être le vôtre. Hein. La sécurité solaire ne s'occupe pas que des travailleurs d'extérieur, elle s'occupe du grand public, s'occupe des enfants, elle s'occupe d'à peu près toutes les populations, tous les publics. Vous avez un onglet pour vous, santé au travail, dans lequel vous allez retrouver un petit film de prévention, vous allez trouver des informations, des recommandations adaptées à chaque secteur, et puis bien sûr des actualités sans cesse renouvelées, donc notamment si vous voulez être au courant du suivi de cette expérimentation et de sa mise en œuvre, n'hésitez pas à venir régulièrement sur cette section-là de notre site. Merci beaucoup Pierre pour ce complément d'information. On arrive au bout de ce webinaire. Alors, n'importe quoi. Hop. Je vais juste faire en sorte que tout se passe bien sur la fin, alors que tout s'est bien passé jusque-là. Hop, il me reste à vous dire que dis donc, n'importe quoi. Que le replay sera disponible sur le site du PRST4 et sur le site de Grand Est Santé Travail, qui regroupe les services de santé au travail interentreprises du Grand Est. À propos des questions que vous avez posées au fur et à mesure du webinaire, il me semble, en ayant balayé rapidement l'onglet questions, qu'on a répondu à toutes, peut-être sauf à une. La question a été posée de savoir si c'était à l'employeur de prendre en charge financièrement les équipements de protection individuelle, notamment les lunettes, la crème solaire. Alors, je peux me permettre peut-être de prendre la parole. Donc, dans le cadre de l'évaluation des risques, vous savez qu'il y a le document unique qui oblige l'employeur à évaluer l'ensemble des risques. Donc, les UV solaires sont globalement pas trop identifiés dans les risques qu'on peut retrouver au niveau des documents uniques. Mais à partir du moment où le risque est évalué, le risque est identifié, l'objectif quand même, c'est l'action de prévention, à la fois les aspects de prévention collective, mais également individuelle. Et si on veut un résultat, il faut favoriser la mise à disposition à la fois des équipements de protection, qu'ils soient collectifs avec tout ce qui est toile d'ombrage, mais également participer à la mise à disposition des chapeaux, des casques, des casquettes. Il y a eu pas mal de petits commentaires, les réponses ont été faites au fur et à mesure. Ou est-ce que quelqu'un a besoin d'un complément? Gaël, j'en ai vu une, là je ne le vois plus sur le chat ou sur les questions, mais elle concernait les voiles. Est-ce qu'il faut que les voiles soient en textile anti-UV? On a vu quelques-uns des ombragements qu'on peut créer sur un chantier notamment. Donc la réponse est évidemment le plus anti-UV la toile peut-elle être, le mieux c'est. Pour autant, il y a énormément d'UV qu'on va recevoir, énormément, en tout cas des quantités significatives d'UV qu'on va recevoir par les côtés, par la diffusion du rayonnement ou par la réflexion du rayonnement ou par la réflexion du rayonnement sur les faces latérales. Donc une toile, dès lors qu'elle n'est pas transparente, elle sera très anti-UV, au minimum 90% d'UV bloqué. Éventuellement, elle pourrait bloquer 98% si elle était par exemple un UPF de 50. Pour autant, les quantités d'UV qui passent par les côtés se chiffrent en 15, 20, 25, 30, 40% s'il y a de la réverbération. Donc, vous voyez, les écarts sont tels que la première des choses à laquelle penser, créer de l'ombre, après se soucier de quelle façon on fait l'ombre, est-ce qu'on fait avec un anti-UV ou pas. On a vu aussi les toiles, je crois que c'est Franck qui a présenté ça, des toiles de chantier, on voit qu'elles couvrent 70% des UV, c'est pas un chiffre extraordinaire en termes de filtration, c'est relativement transparent, voilà, mais ça fait déjà une bonne partie du boulot, même si ça peut s'avérer insuffisant dans certains cas. Merci. J'étais en train de rebalayer les questions posées, il me semble qu'on n'est pas trop... L'autre, On a perdu. Ah, on a perdu Gaël. Dommage. Information qui nous aurait échappé.
Alors, je vais conclure. Je vais remercier l'ensemble des intervenants pour avoir préparé, avoir été très pertinents. Nos amis suisses vraiment sont en avance et on est content de les avoir accueillis aujourd'hui à la fois pour les approches en prévention primaire, mais également dans le champ du dépistage où on a un gros chantier devant nous. Et puis, j'aimerais remercier tous les participants, nos autres partenaires qui n'ont pas été présents, en tout cas en tant qu'intervenants aujourd'hui, notamment l'ensemble des services de santé au travail du Grand Est et particulièrement le service du BTP, la MSA qui nous a rejoints et qui est très active, l'Agence régionale de santé Grand Est, l'INSERM de Bordeaux qui assure le suivi de la cohorte Constance, mais également l'Observatoire régional de santé. Et puis, on vous donne rendez-vous sans doute à la rentrée pour un nouveau webinaire qui sera plus technique sur les aspects de dépistage pour les médecins et les infirmiers en santé au travail. On va solliciter les oncodermatologues qui vont nous éclairer sans doute sur comment mieux identifier, mieux dépister. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Un bel été à tous et protégez-vous.